Alors dans cette vidéo, on va parler de réglage autofocus, le fameux autofocus des boîtiers Nikon. On va se concentrer en fait sur la photographie d'action, tous les types de photographie d'action, donc surtout sur l'autofocus continu. Et je vais vous expliquer un par un tous les réglages et aussi les paramétrages de finalement des réactions des différents autofocus dans le menu A de la personnalisation. Je vais donc vous expliquer un par un ces réglages et puis on va pouvoir les appliquer. Vous pourrez vous les tester, évidemment. Il n'y a pas un seul réglage pour une situation. Cependant, c'est une sorte de recueil des différents usages des photographes professionnels, des photographes de sport, d'action, de nature, d'animaux. En fait, toutes les situations où les sujets vont vite et ont des mouvements et des réactions assez différenciées. Donc pour cela, en fait, je vais aller vraiment dans notre menu, le menu AF de mise au point. On va se concentrer donc sur le menu AFC, l'AFS étant le menu ponctuel. À chaque fois qu'on appuie sur le déclencheur, une fois qu'on a fini d'appuyer sur le déclencheur à mi-course, l'autofocus se fait une fois. Et pour la mise au point manuelle, on utilisera la bague de mise au point et on fera son point même avec l'aide du focus picking par exemple. Pour l'AFC, en revanche, c'est beaucoup plus finalement riche et complexe parce que les situations sont très différentes. Donc une fois qu'on a choisi le mode de mise au point AFC, on va rentrer dans le détail des modes AF. Là, il y en a certains, pour la plupart d'entre vous, probablement que vous connaissez, et d'autres qui sont nouveaux. Et surtout, vous verrez qu'il y a deux couches de réglage avec les reconnaissances. Alors on va commencer par le mode le plus simple, le plus historique finalement des modes AF, et on le voit sur ici sur notre ami Roland qui est en train de tourner la vidéo. Bonjour Roland, et on voit ici qu'on a un point, le collimateur. Le collimateur, c'est toujours ce petit carré rouge qui va être choisi physiquement en termes d'espace géographique, quasiment dans l'espace. On va avoir une position qui est fixe, il ne va pas bouger dans l'espace. Donc ça veut dire que la mise au point va se faire en profondeur uniquement et va se faire quel que soit le mouvement du sujet finalement. Donc ça veut dire que si le sujet avance ou recule, le suivi se fera uniquement dans ce petit angle. D'accord? Donc ça c'est vraiment le plus basique finalement, le plus historique, et maintenant on va pouvoir aller sur d'autres types de modes. Le mode dynamique a trois tailles, S, M et L. Ça dépend tout simplement de la combinaison entre votre sujet et votre focale. Si le sujet est loin et votre focale est grande, c'est-à-dire que vous avez un long téléobjectif par exemple, votre sujet prendra beaucoup de place dans l'image. Ça c'est hyper important à savoir. Si votre sujet prend beaucoup de place dans l'image, vous pouvez être en taille dynamique plutôt S. C'est-à-dire qu'il sera relativement facile à suivre parce qu'il prendra beaucoup de place dans votre image. En revanche, si vous avez un sujet qui est petit dans votre image, c'est-à-dire par exemple une longue focale et un petit sujet, ou une focale plus ouverte mais avec un sujet un petit peu plus moyen en taille, là vous aurez tendance à aller chercher un AF dynamique plutôt large parce qu'il sera plus difficile à attraper. On voit vraiment l'AF dynamique comme un piège photo en surface, en termes géographiques, tout simplement pour pouvoir aller accrocher un sujet qui bouge. Imaginez suivre une hirondelle ou un avion bien loin. Il est difficile à accrocher, surtout si on a une focale qui est relativement longue. Les angles de prise de vue sont très plats et il est assez difficile d'attraper entre guillemets le sujet. Donc si vous avez un petit sujet, encore une fois, un autre exemple, un martin pêcheur, un petit oiseau qui va très vite, on va plutôt privilégier le dynamique L, c'est-à-dire un grand filet, une grande taille de mise au point. Donc là, on a passé à travers finalement ces trois réglages-là. Je vais vous les montrer à l'affichage, tout simplement par rapport à notre sujet ici. Ici, on a le dynamique S, vous voyez ce que ça représente par rapport à la taille de mon sujet. Ensuite, le suivant, le dynamique M, par rapport, voilà, maintenant ça prend l'ensemble de la tête de Roland, donc c'est plus large ici. Et enfin, si on a en plus le dynamique L, vous voyez que là, on a carrément l'ensemble de la tête plus le buste. Donc vous reportez cet élément par rapport à votre sujet à vous, vous allez bien voir que le dynamique L, quand il va bouger dans la zone, va pouvoir vraiment aller chercher un grand nombre de sujets. Ça, c'est très important par rapport au dynamique. Il est très véloce. Il va pouvoir aller chercher dans les longues distances, dans les longues profondeurs. On utilisera cet autofocus généralement pour un usage de tout ce qui peut être la natation, le football, mais à longue distance. Il y a de nombreux sujets dans lesquels on va utiliser cet AF dynamique.
Maintenant, il y a deux autres modes de zone AF qui sont là pour le coup des boîtes aussi, qui vont fonctionner un petit peu différemment du dynamique. Le Wide Area S, donc c'est-à-dire une zone plus large mais de taille relativement limitée quand même, et qui va être là pour le coup une boîte, un autofocus comme le S qu'on a vu au départ, c'est-à-dire le single, le petit point autofocus, et ce petit point autofocus, on l'agrandit. D'accord? Donc ça, c'est important de voir que alors tout seul, classiquement, il est assez simple dans son fonctionnement, il va aller chercher en profondeur aussi, mais de façon plus large, un sujet. Dans certains usages, on va dire que si on sait à peu près où va se situer son sujet, ou si on a décidé d'aller cadrer son sujet dans une certaine largeur, on va pouvoir utiliser ce genre d'autofocus qui va être assez efficace et surtout, on le verra tout à l'heure, avec la couche supplémentaire de reconnaissance. Donc la dynamique, la zone large, on va dire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, hein, ce rectangle collimateur devient assez grand. Et là, pour le coup, on a une zone de mise au point qui est vraiment très très large. En soi, c'est vraiment un gros collimateur large. On verra tout à l'heure encore une fois comment ça se passe avec la reconnaissance qui est extrêmement utile. Et enfin, on va arriver sur les deux qui sont, on va dire, les plus intelligents par rapport au suivi spatial du sujet. On a l'autofocus 3D et l'autofocus tout auto. Et le tout auto, en général, on peut en avoir peur, mais vous allez voir à quel point il peut être efficace. Maintenant, l'autofocus 3D, je vais vous le montrer, c'est le retour d'autofocus 3D sur le Z9. Il a la particularité d'être une acquisition de cible. C'est-à-dire que là, je vais décadrer un petit peu mon élément de cadrage. Donc, je suis sur un cadrage horizontal, vertical, voilà. Je suis très souple ici. Si j'appuie sur mon déclencheur ici à mi-course, vous voyez que mon sujet, je vais prendre par exemple le boîtier photo, quel que soit mon mouvement, je ne vais pas trop vite comme ça, voilà. Et même si je vais vite, il va suivre de façon extrêmement précise. Finalement, quel que soit le sujet que je vais acquérir, parce que je vais vraiment parler comme pour une cible d'avion de chasse ou quelque chose comme ça, la reconnaissance de ce qui a été acquis au départ sera, vous voyez, sur un élément bleu, par exemple comme ça, hop, ça suit très bien. En fait, on utilise l'autofocus 3D surtout quand on a un sujet ou quelques sujets. On ne va pas utiliser un autofocus 3D dans une foule parce que l'autofocus 3D va reconnaître un sujet. Et évidemment, si vous lui proposez 10, 20, 30, 50, 100 sujets, c'est moins simple pour lui. Pour le coup, on basculera sur le dynamique S, petite taille finalement, qui est la taille de collimateur qui est relativement similaire, mais qui va être beaucoup plus directive. Et là, on n'aura pas de souci vis-à-vis de la multiple reconnaissance. Le 3D, en revanche, si vous l'utilisez même en portrait, en photo de sprint, de vélo, sur un animal, sur un monosujet, on va dire même une moto, aucun problème, c'est un autofocus extrêmement intelligent et qui, tout seul, même sans reconnaissance des sujets, va pouvoir aller faire une acquisition qui colle vraiment à son sujet principal. Vous voyez, c'est vraiment celui-ci, c'est pour ça qu'il est très confortable, c'est qu'en plus, il se déplace de façon spatiale et qu'il va suivre le sujet, et vous l'avez bien vu, de bord à bord. Hein. C'est pour ceux qui se rappellent bien de l'autofocus 3D en réflexe. Forcément, les collimateurs sont plus centraux parce qu'il y avait le miroir secondaire. Là, on a 95%, ça veut dire en gros toute la surface du capteur qui va pouvoir être couverte par l'autofocus 3D. Maintenant, le dernier, et finalement l'un des plus surprenants pour les photographes qui sont habitués à différents sujets, c'est l'autofocus auto. C'est-à-dire que là, en fonction du sujet, vous allez voir ce qui se passe, vous voyez les collimateurs qui s'affichent ici, encore une fois sans reconnaissance spécifique de détection qu'on va voir tout à l'heure. L'autofocus là, quel que soit le cadrage que je fais, vous voyez bien que je suis complètement décadré ici, je vais avoir un autofocus qui va reconnaître le sujet principal. Et avec une largeur et une hauteur qui est complètement adaptable par rapport au sujet. Que vous soyez loin, près, ça fonctionne très bien. Bien sûr, l'inconvénient, c'est que quand vous êtes sur un autofocus automatique et vous avez en tête un sujet précis qui n'a pas été choisi par l'appareil photo, vous allez forcément, entre guillemets, un peu perdre la main. Et c'est le seul élément pour lequel il sera moins utile. Pour le reste, il est extrêmement efficace. L'autofocus en mode auto va avoir une immense compétence par rapport aux autres, c'est quand vous ne savez pas où va entrer le sujet dans votre image.
vous avez un saut sur un cheval d'arçon, vous avez un sujet qui apparaît, un skieur qui rentre, qui va sauter sur une bosse, l'automatique en fait va être la meilleure chance de récupérer un sujet dont vous n'avez pas vu l'origine ou la provenance au départ. Et ça arrive assez souvent dans certains environnements où vous voulez votre cadre, vous ne savez pas exactement où ça va entrer, l'autofocus auto va en général plus vite que vous pour reconnaître le sujet qui bouge. Voilà, ça c'est vraiment ultra important. Maintenant, donc, pour résumer nos différents autofocus continus, vous avez, par exemple, pour les différents sujets, je vais vous donner une application. Si vous voulez, par exemple, photographier un oiseau sur une branche qui va être posé, fixe, pendant un certain moment, là, on pourra tranquillement aller utiliser le single qui va être positionné dans votre cadre au niveau de la composition, exactement au millimètre là où vous le souhaitez. Les différents autofocus dynamiques vont pouvoir être utilisés pour le coup quand le sujet est très rapide mais que vous savez où le positionner dans l'image parce que c'est vous qui allez le mettre dans l'image. Donc par exemple un défilé de mode qui arrive toujours de la même façon, les modèles arrivent toujours de la même façon, vous allez pouvoir vous passer en dynamique avec le positionnement de la tête là où vous le souhaitez. Vous allez pouvoir aussi le faire sur des photos de sport où vous avez de très nombreux participants et qui vont pouvoir un petit peu être non distinguables. Là, on utilisera plutôt le dynamique S. Ensuite, on va passer en wide area. Pour le coup, on va pouvoir l'utiliser pour faire des photos d'une moto qui arrive dans un environnement. On va pouvoir l'utiliser avec différents sujets. Encore une fois, celui-ci particulièrement, on l'utilisera avec de la reconnaissance. Et enfin, les deux derniers, le 3D pour un sujet ou un petit nombre de sujets, un coureur, une moto, un animal qui va être dans un environnement relativement ouvert, le 3D sera parfait. Et enfin, l'auto, quand par exemple, on ne voit pas ce qu'on va photographier dans une foule en hauteur ou quand on va avoir un élément qui va surgir, qu'on sait qu'il va surgir, mais on ne sait pas exactement où, l'automatique sera vraiment idéal. Voilà. Bien sûr, il y a énormément de typologies de prise de vue. Vous avez des cas principaux. Maintenant, on va rentrer dans l'intelligence supplémentaire qu'a le Z9, c'est-à-dire une reconnaissance avec un système neuronal, c'est-à-dire un peu comme un cerveau qui va reconnaître des sujets de façon très très particulière. Et là, pour le coup, déjà, on s'affranchit de certains modes. Dans certains modes, on n'a pas cette reconnaissance. Le dynamique, comme je vous ai dit tout à l'heure, il est très véloce, mais on ne se concentre pas sur la reconnaissance des sujets. En revanche, vous allez voir à quel point on a une avancée, on va dire, en termes d'usage. Je mets tout sujet parce que je ne sais pas si l'appareil va reconnaître que tu es une personne. Mais sinon, je mets évidemment la reconnaissance des personnes. Et regardez à quel point, même si je suis sur mon sujet, sur Roland ici, même si je suis sur son épaule, voyez à quel point le collimateur blanc va reconnaître son œil. Voyez ? À quel point ça change tout. Alors ça peut être perturbant, hein, attention, parce qu'on se dit, mais moi j'ai choisi le carré ici, le carré rouge, voilà. Si je suis derrière sur autre chose, évidemment, là, vous voyez, je suis sur un autre élément, il ne reconnaît pas le visage de Roland parce que je n'ai pas été sur la partie de n'importe quelle partie de son corps. Là, par exemple, je suis sur une épaule ou sur un buste, voilà. Et vous voyez que dès que je suis ici, on reconnaît l'œil. Si vous ne souhaitez pas qu'il reconnaisse l'œil, vous devez désactiver ce mode de reconnaissance et d'intelligence. Si vous souhaitez qu'il reconnaisse l'œil, c'est-à-dire le visage systématiquement, si tu te mets de profil, Roland, qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, hop, là ça reconnaît évidemment le côté du visage et dès qu'il y a un œil qui est dans le cadre, ça part. Vous voyez donc, il y a véritablement une confusion possible quand on va se dire « j'ai choisi le collimateur comme j'avais l'habitude de le faire ». Non, là en fait, cette zone finalement qu'on a choisie va être une zone en verticale ou en horizontale qui va nous permettre de bien décider où va être notre sujet principal. Mais une fois que notre sujet principal est dans cette zone, hop, on passe sur la tête. C'est pareil, même finalement si on pense à un autre objet qui n'est pas une personne ou un animal, parce qu'un animal a une tête et un œil, donc ça fonctionne de la même façon. Si on pense à un objet qui bouge, comme une moto, tous les types de véhicules quasiment, un train, un avion, l'appareil photo va faire la même chose, c'est-à-dire que si vous avez juste l'acquisition d'une aile d'avion, hop, on va aller prendre le cockpit, qui sera un peu comme l'œil de l'avion, et ainsi de suite pour tous les autres sujets. La moto, elle va être acquise complètement, et hop, on va monter sur le motard. D'accord ? Donc cette reconnaissance-là, en fait, elle est essentielle pour bien comprendre qu'on est sur de la zone géographique. Donc ça fonctionne de la même façon pour le L
et le S. Évidemment que là, l'acquisition, elle sera encore plus large et finalement, en fonction du sujet, vous voyez bien que ça nous donne quelque chose de complètement différent. Enfin, la 3D et l'automatique. Le 3D, c'est pareil. On se dit, tiens, j'ai fait l'acquisition. Là, si je fais l'acquisition ici, bien sûr, là, j'ai mon sujet qui va bouger en même temps que mon acquisition. En revanche, si sur une personne, où que ce soit, vous voyez que là, je lâche le déclencheur. Je suis bien sur la reconnaissance que j'avais choisie. Je peux y aller où je veux sur mon personnage. Mais dès que j'appuie sur le déclencheur, vous voyez que déjà, on a un petit collimateur gris. Et j'appuie, on passe en mise au point sur l'œil. Donc cette couche de reconnaissance, elle se dit, voilà, moi je sais que tu veux photographier une personne, encore une fois, un animal, un véhicule, mais où que tu sois sur cette zone d'animal, j'ai reconnu que c'en était un et je saute directement au sujet qui m'intéresse, à savoir l'œil. Évidemment, si vous voulez photographier les mains de quelqu'un, ou les pattes d'un oiseau, ou une roue de moto, vous désactivez la reconnaissance. Sinon, il va décider de faire le travail d'aller utiliser finalement la partie principale en général du sujet, qui est l'œil ou le visage ou la tête de votre sujet. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement utile, important, mais qui peut être perturbant parce que c'est complètement nouveau sur le Z9. Le dernier mode en fait qu'on va utiliser, c'est l'automatique. Là, pour le coup, en fait, je regarde dans mon sujet et je trouve une reconnaissance encore une fois, d'un visage, d'une personne, d'un animal ou d'un véhicule. Là, je n'ai pas de débat, il n'y a pas d'histoire de zone. C'est toute la zone qui est mise. On ne montre à l'écran uniquement que ce qui nous intéresse, à savoir les yeux. Donc si vous vous trouvez dans ce cas-là, vous vous rendrez compte que, par exemple là, c'est vraiment très caractéristique. Vous voyez que vous avez deux collimateurs en fait, qui sont affichés sur les deux yeux de Roland. Vous avez donc celui de gauche qui a été choisi avec une petite flèche. Et donc si je veux, avec mon commutateur ici, je vais basculer et je vais avoir l'œil gauche ou l'œil droit en fonction de ce que je choisis. Je vais m'approcher un petit peu pour voir la différence. Est-ce que tu peux faire un petit peu d'un quart de profil, voilà, un petit peu moins ? Voilà, là vous aurez une vraie différence de profondeur de quelques centimètres, mais là l'intérêt c'est effectivement que vous voyez qu'on peut basculer sur l'un ou l'autre des yeux sur le visage. Et là dès qu'on a un visage, c'est parti et ça recommence. Voilà, j'espère que ces réglages vous éclairent en fait sur comment ça fonctionne sur le Z9. C'est très élaboré, il y a bien ces réglages en termes spatial d'abord, puis en termes d'intelligence de reconnaissance. Et maintenant, on va terminer cette présentation, cette explication sur l'autofocus par les réglages dans les menus de personnalisation. Et là, effectivement, c'est assez, on va dire, assez costaud. Il y a différentes choses, mais ce sont des choses qui sont globalement historiques. Donc on passe dans le menu maintenant, en menu donc réglage personnalisé, mise au point. Là, on va passer sur les modes de mise au point, sur les priorités. Donc, on va y aller étape par étape. On va passer sur le A1 déjà. Moi, ce que je vais vous conseiller, c'est d'être tout le temps sur le mode déclenchement. On pourrait être déclenchement plus mise au point. En fait, le déclenchement, il n'attend absolument pas la moindre mise au point. On appuie sur le déclencheur à fond et le déclenchement se fait. Même si la première image est floue, la deuxième va être très 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 vite nette et on est parti. Si vous souhaitez un peu plus de mise au point, vous aurez parfois un décalage de temps qui va faire qu'il attend d'avoir la mise au point pour faire le déclenchement. Un conseil, restez en partie déclenchement, quel que soit votre sujet. Ensuite, donc l'AFS, on ne l'aborde pas ici. Un autre élément extrêmement important qui existe depuis 1995 sur le F5, c'est le lock-on. Lock-on, ça veut dire combien de temps je vais rester sur un sujet si quelque chose d'autre l'occulte, à savoir un sujet qui passe devant, deux coureurs, quelque chose qui passe derrière un arbre. C'est-à-dire combien de temps je reste sur mon sujet principal avant de sauter sur celui qui le précède. En l'occurrence, si je choisis rapide, il va sauter très vite sur le sujet qui va occulter le précédent, le sujet principal. Et si je me mets en différé, là pour le coup, il va rester très longtemps sur le sujet principal et il ne va pas sauter en fait sur le précédent. Donc ça, en fonction de vos sujets, vous voyez bien les applications. Si vous avez des choses qui vont très vite, des courses avec des orientations, des angles, une moto qui passe derrière des arbres, on va plutôt avoir tendance à choisir différé. C'est-à-dire qu'on va rester sur notre sujet principal et tous les obstacles, on va dire, qui l'occultent, on s'en fiche. Sinon, à l'inverse, si on veut sauter rapidement sur une équipe de foot et compagnie, là, on va être beaucoup plus proche de rapide, peut-être 1, 2 ou 3. Et enfin, il y a le mouvement du sujet. C'est-à-dire qu'en fait, on va indiquer à l'appareil photo si le sujet se déplace de façon
Erratique, c'est ça, erratique, c'est je pars d'un côté ou de l'autre, ou de façon continue. Le côté stable, ça ne veut pas dire qu'il va être stable au sens de son déplacement, mais au sens de sa trajectoire. Une moto est stable en termes de trajectoire parce qu'elle ne va pas faire ça puis ça. Elle va toujours faire la suite du mouvement, elle sera très continue. En revanche, quelqu'un qui prend des appuis comme un joueur de badminton ou comme certains animaux qui vont sauter un peu partout, et donc on va choisir plutôt aléatoire ici quand on aura un sujet qui va plutôt être avec des mouvements difficiles à prédire. En l'occurrence ici, je vais choisir 3 et stable. C'est souvent ce qu'on va utiliser. La F selon l'orientation, c'est un point très très important qui est assez nouveau aussi. Donc dans la sélection du point F selon l'orientation, ça veut dire qu'on peut choisir aussi bien le mode de zone AF que le point F par orientation, c'est-à-dire encadrage horizontal et vertical. Donc on va voir ce que ça donne à l'image, c'est-à-dire qu'ici je vais choisir un mode autofocus par exemple 3D, reconnaissance des visages en horizontal, et ici je vais passer en vertical, hop, et là je vais me mettre un mode différent, on va choisir, en mode de zone AF dynamique S et sans détection des visages. Voilà. D'un côté, je vais stocker différemment les choses. Donc, vous voyez ici que je suis par exemple sur son visage à Roland de façon systématique et je suis donc placé en haut quand je suis en horizontal. Ici, quand je suis en vertical, je repasse en autofocus 3D. Donc, ça veut dire un autofocus qui bouge spatialement. D'accord? Un autofocus qui bouge spatialement en horizontal, qui est plutôt en haut à gauche de mon image quand je suis en horizontal. Et en revanche, je passe ici, hop, en vertical et je suis toujours sur mon autofocus, mais dynamique S. Donc si vous n'avez pas fait attention que vous avez activé la fonction dont je vous ai parlé là, vous dites en fait l'autofocus ne marche pas du tout comme je le souhaite. C'est extrêmement perturbant. Par contre, une fois que vous êtes bien conscient que vous avez fait ça, vous imaginez bien que si vous faites des cadrages horizontaux et verticaux complètement différents pour votre sujet de prise de vue, c'est ultra rapide, hop, je mémorise. Et l'endroit de mon point et le mode de mise au point. Voilà, ça c'est vraiment hyper important de le savoir. Donc là, moi, je vais le désactiver parce que dans l'usage, je ne spécifie pas les différences. L'activation AF, je le passe, la persistance aussi. Les choix limités de mode AF, c'est si certains ne vous conviennent pas ou vous sont totalement inutiles, quand vous allez utiliser les molettes, vous pourrez les désactiver dans le menu, ils n'apparaîtront plus. Pareil pour la partie restriction des différents modes, on peut très bien être que en mode continu, c'est limite presque ce que je vous conseille, parce que c'est un mode qui fonctionne aussi bien pour faire un portrait, une nature morte quasiment, que une photo d'action. La rotation du point F, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on peut faire déborder le point, c'est-à-dire une fois qu'on va un petit peu plus à droite, il va revenir à gauche si on continue à partir à droite. Et pour les autres, il y a différents modes de mise au point, mais qui sont liés plutôt à soit la mise au point manuelle, soit à d'autres typologies de menus AF. Donc en fait, si on doit résumer l'essentiel et l'utilisation principale des réglages de mise au point dans le menu A, ici, il y a le A1 qui est essentiel pour le déclenchement, la priorité au déclenchement, le A3 qui est le lock-on à gérer en fonction de votre sujet et le A5 surtout aussi qui va pouvoir être dissocié en fonction de votre orientation. Donc voilà, tout ça vous permet d'avoir j'espère, un peu plus de clarté dans les typologies de réglage. Il y a des centaines, clairement des centaines, voire presque des milliers de combinaisons de réglages autofocus. C'est justement parce qu'il y a des milliers de sujets différents. Mais voilà, j'espère que ça pourra vous donner un panorama de ce que vous devez choisir de façon le plus simple et le plus rapide possible pour réussir vos images. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bonne photo!